Bonjour, je m'appelle Annie-Claude. Je suis avocate et collaboratrice de Plaidoyer Victime. Je sais pas pour vous, mais moi, avant de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui me stresse, j'aime avoir une idée de comment ça va se passer. Si je connais quelqu'un qui est déjà passé par là, c'est certain que je vais l'appeler pour lui demander de me raconter son histoire. Sauf qu'on connaît pas toujours quelqu'un qui a vécu ce qu'on s'apprête à vivre. Peut-être qu'il n'y a personne dans votre entourage qui a assisté à une audience de la Commission d'examen des troubles mentaux à titre de personne victime. C'est pour ça qu'on a organisé une rencontre avec Philippe, pour qu'il nous raconte comment ça s'est passé pour lui. C'est une histoire qui concerne son cousin et des membres de sa famille. Philippe n'a pas juste été témoin de ce qui s'est passé. Pour toutes les étapes, il a fouillé, cherché des réponses, parce qu'il lui manquait toujours des informations. Il faut avoir en tête que ce que vous vous apprêtez à entendre, c'est l'expérience de Philippe, de son cousin, de sa famille. Il doit avoir autant d'histoires qu'il y a de dossiers. Toutes les histoires sont uniques. Il y en a qui sont positives, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Bon, mon cousin, on se connaît depuis qu'on est tout petit. En fait, on a passé beaucoup de nos étés ensemble. On se voyait régulièrement. Et puis, on s'est perdu un petit peu de contact au début de l'âge adulte. Puis, j'ai commencé par entendre des histoires qui, pour moi, étaient préoccupantes. Des histoires où est-ce qu'il était très paranoïaque. J'ai vu qu'il y avait un problème. Et puis, j'ai entré en contact avec lui à ce moment-là. Puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait vraiment des pensées paranoïaques proches de la psychose qui n'étaient pas nouvelles, mais qui se continuaient dans le temps. Pendant plusieurs mois, on s'appelait de temps en temps, on se parlait. J'essayais de l'aider du mieux que je pouvais, mais c'était pas toujours non plus évident parce qu'il y avait beaucoup de méfiance par rapport à tous les services d'aide. À un moment donné, il m'a envoyé des messages vocaux où est-ce qu'il faisait des menaces de mort très, très explicites. Il a envoyé une vingtaine de messages vocaux qui faisaient au-dessus de 30 minutes, puis qui disaient que si on fait pas ce qu'on lui demande, ben il est prêt à s'en prendre aux membres de la famille, et puis même aller jusqu'à dire qu'il était prêt à tuer une vingtaine de personnes. Donc pour moi, ça a été vraiment le moment où est-ce que il fallait faire quelque chose. Puis finalement, quand j'ai contacté le travail social de la police, elle m'a indiqué qu'avec l'information que je lui donnais, il devait intervenir tout de suite. Donc à ce moment-là, il s'est fait arrêter, mais il s'est fait arrêter pour se faire transporter à l'hôpital. Donc il n'y avait pas de charge criminelle. Et puis c'est toujours beaucoup d'incertitudes quand on rentre là-dedans parce qu'on a peur que la personne mettra à exécution ses menaces. On n'avait pas nécessairement tant confiance non plus à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle allait faire. Son cousin va rester une dizaine de jours à l'hôpital. Philippe et sa famille savent pas trop ce qui se passe. Et personne ne les informe de sa sortie. Et puis, c'est un petit peu comme si rien n'était. Il était un petit peu revenu à lui, il pensait que c'était son père qui avait fait les démarches et tout ça. Donc, moi, j'étais finalement un peu blanc comme neige, dans le sens que il n'y avait pas vraiment de soupçon contre moi. Donc, je me réjouissais de ça, alors que c'était ma plus grande préoccupation. Donc, moi, j'avais beaucoup peur qu'il coupe les ponts. Puis aussi qu'ils s'en prennent aux autres, mais vu qu'ils ne savaient pas mon adresse, ça a été ça qui m'a comme donné la confiance, vu qu'ils ne savaient pas où est-ce que j'habitais. Et puis, il y a eu un autre épisode quelques mois après. Cette fois-ci, son cousin va faire des menaces à la blonde d'un de ses frères. Selon Philippe, le fait que ça implique une personne qui n'est pas directement dans sa famille, mais c'était la goutte de trop. Il venait de franchir une ligne. 2 membres de sa famille vont donc porter plainte. Et puis, c'est vraiment comme ça que le processus judiciaire criminel a commencé. Donc, très rapidement, il a été arrêté. Donc, lui a été incarcéré en prison pendant environ une dizaine de jours. Donc, tu sais, nous, on sait pas trop ce qui se passe. Sauf que quand eux ont porté plainte, il y a comme certaines personnes dans la famille qui ont été identifiées comme des victimes, puis il y a eu des interdits de contact qui ont été placés sur vraiment la famille rapprochée. Donc, les frères à mon cousin, ses parents, et puis aussi les conjointes. Là. Souvent, les interdits de contact, on fait ça pour empêcher, évidemment, l'accusé d'entrer en contact. Mais souvent, on oublie, dans la manière de faire les conditions, de permettre que les victimes puissent le contacter. On va vouloir protéger la victime, je comprends ça, mais souvent, ils vont oublier que c'est un proche puis qu'il y a des besoins, ne serait-ce que des questions d'appartement, des questions de payer le loyer, des questions très, très concrètes que
souvent, ils sont comme évacués de toute cette réflexion-là du judiciaire, puis on fait comme si la personne qui est incarcérée, ben, c'est comme si tout le reste était sur pause, alors que c'est faux. Et puis quand on est incarcéré, on n'a pas le droit à l'aide sociale. Donc, il n'y a juste aucun revenu. Puis c'est à ce moment-là que moi, j'ai essayé d'aller chercher le plus d'informations possible. Moi, il fallait que je sache c'est qui son avocate. Puis comment le faire, finalement, ça a été à travers les CAVAC, donc le centre d'aide aux victimes. Moi, dans ce contexte-là, j'étais comme une victime. J'ai déjà été victime, mais j'étais pas une victime au sens comme légal, parce Dans que ce dossier-là, dans ce dossier-là, c'était pas moi qui avais fait de plainte. Donc là, avec les CAVAC, j'en comprends qu'ils changent d'avocat parce qu'avec les psychoses, ben ils délirent sur un peu tout. On me donne un nom d'avocate, on me donne juste son nom de famille, puis je demande, mais tu l'aide juridique, si tu... pas d'informations, on donne son nom de famille. Donc là, je fais des recherches, c'est de trouver un avocate qui, dans la région, s'appelle comme ça. Puis finalement, ça va. J'ai réussi à trouver l'avocate qui est en pratique privée, donc je la contacte. Et puis bon, elle accepte de me parler, ce qui n'était pas non plus à prendre pour acquis. Puis moi, je lui ai parlé pour lui expliquer c'était quoi le contexte. Puis moi, ce que je poussais, c'était vraiment qu'il y ait une évaluation psychiatrique. Puis je voulais éviter qu'elle encourage à plaider coupable directement, ce qu'il aurait pu faire. Si l'objectif principal, c'est de réduire le plus possible la privation de liberté, le mieux aurait été qu'il plaide coupable. Mais bon, il n'aurait pas reçu les soins. Donc moi, je poussais pour qu'il y ait une évaluation psychiatrique. Et puis lui, il voulait pas avoir l'évaluation psychiatrique. Tout de suite, il voulait tenter sa chance à l'enquête de remise en liberté pour être remis en liberté avec des conditions. Puis il a perdu son enquête de remise en liberté parce qu'il continuait à avoir ses délires. On a même écouté un 10 minutes d'enregistrement vocal que lui avait envoyé, qui est des menaces, puis du délire là, pendant 10 minutes qu'on entend en salle de cours. Et puis quand la juge est allée pour donner sa décision, il la coupait, puis là, bref, il y a eu comme une altercation verbale, j'ai tendance à dire. Puis ça a fini un peu en queue de poisson parce qu'on est à distance. Au moment que ça coupe un peu, son avocat dit on va demander l'évaluation psychiatrique. Mais nous, on est comme pas sûr que ça se passe. Bref, on est tout le temps un petit peu stressé, puis on sait pas vers où ça va. Puis finalement, l'évaluation psychiatrique a été transférée à l'hôpital de Sherbrooke. Puis après ça, pas eu de nouvelles pendant 1 mois. Parce que quand il était à l'hôpital de Sherbrooke pour l'évaluation psychiatrique, il n'avait pas le droit d'avoir son cellulaire. Donc là, on sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il nous haït? Puis parce que juste à l'audience, à la cour, il haïssait toute sa famille, puis il reniait tout le monde. Puis... Donc vraiment, là, très, très violent. Là, c'est très, très intense. Donc 1 mois à l'hôpital de Sherbrooke. Puis moi, de mon côté, je fais mes recherches, je m'informe. Puis bon, j'ai compris là, à un moment, assez rapidement, que si une personne était jugée non criminellement responsable, elle allait être transférée à la commission d'examen des troubles mentaux, là, la CTM. Il y avait déjà eu une évaluation pour lui pour son aptitude à subir le procès, mais son aptitude, c'est très facile là, de passer cette étape-là, surtout dans son cas, il est assez organisé dans sa tête, ou je sais pas comment l'exprimer, mais il sait qui est quoi, là, puis c'est ça il comprend ce qui se passe, exactement. Puis moi, pendant tout ce mois-là, j'essaie de deviner qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Parce que c'est très grave. Si il était jugé criminellement responsable par les psychiatres, il retournait en prison puis il pouvait rester là pendant très longtemps. Mm-hmm. Puis en prison, je veux dire, c'est un environnement qui est super stressant, qui est super... Donc c'était vraiment comme pas du tout ce qui était souhaité pour lui, tu sais. Moi, j'étais convaincu qu'elle allait être jugée criminellement responsable. Mm-hmm. Finalement, l'avocate m'a écrit un courriel pour me dire que les psychiatres disent qu'il est non criminellement responsable. Donc là, il y avait un petit délai pour passer à la cour pour officialiser tout ça. Puis encore une fois, là, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Tu sais, comme concrètement, est-ce que les conditions, par exemple, restent? Une fois que la juge au criminel dit « OK, on transfère le dossier à la commission d'examen des troubles mentaux », qu'est-ce qui se passe? On est comme en deux. C'est à ce moment-là que j'ai plus consulté les ressources aussi de la QPV, l'Association québécoise plaidoyer victimes, qui avait fait un guide vraiment pour les personnes victimes qui vont passer devant la commission d'examen des troubles mentaux. Donc, d'informer la famille. Puis c'est ça qui, dans tout ce processus-là, c'est qu'il y a tellement de fourches, de moments où est-ce que ça peut être d'un bord ou de l'autre. Puis à chaque fois, il y a comme différents scénarios. Sauf que il faut comme y aller une étape à la fois, puis toujours en essayant d'expliquer à la famille, ça pourrait aller d'un bord, ça pourrait aller de l'autre, ça pourrait. Donc, finalement, ce qui s'est passé après son mois à l'hôpital de Sherbrooke, transféré à l'hôpital de sa ville, et puis c'est à ce moment-là qu'il a repris contact avec moi sur Instagram. C'est quelqu'un qui a vraiment, comme je dirais, besoin de parler, mais qui a brûlé tout son filet social.
déjà qui était un peu mince. Donc, il y avait juste moi. Et puis, on s'appelait à tous les jours, on envoyait beaucoup de messages vocaux. Donc, puis moi, j'ai été le voir 2 fois là, à l'hôpital. C'est un hôpital normal avec une aile psychiatrique. Et puis c'est quelque chose, là, même pour moi, d'entrer dans une aile psychiatrique, là, tu sais, t'as les gens qui sont là, puis des fois, ça bouge, puis ça crie un peu, ou ça tapoche, ou tu sais, c'est pas l'environnement le plus agréable pour un rétablissement en douceur, mais bref. Pour lui, ça a été vraiment l'occasion de se poser. Puis je l'ai accompagné pour y trouver des avocats. Là. En logement, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une audience qui arrivait très, très rapidement. En fait, c'est moi qui ai fini par appeler les avocats en peur puis leur dire là, j'ai mon cousin qui est psychotique, non créant responsable, il est à l'hôpital, puis il a besoin nanana. Puis là, j'ai eu un retour d'appel positif. Et puis finalement, ça a été l'avocat qui a pris. Cet avocat-là, en droit administratif, mais pour le logement. Et puis lui, il dit c'est sûr qu'il va rester là longtemps à l'hôpital. On sait pas vers où on s'en va. Est-ce qu'il va être libéré à la première audience? Est-ce que ça va prendre 1 an, plusieurs années? Si ça prend 1 an, ben là, il faut prendre son stock puis le mettre dans un entrepôt. Ou est-ce qu'on le vend? Là, c'est son stock, qu'est-ce qu'on fait? Donc, toute cette logistique-là d'argent, puis tu sais, on est dans des milieux qui à faible revenu, là, tu sais, c'est comme ça. Les familles riches, là. Il a décidé de contacter son propriétaire puis lui faire des menaces aussi. Encore des nouvelles menaces contre son propriétaire. Donc, son propriétaire est allé voir la police, donc des nouvelles accusations. Sauf que là, ça commence à plus avoir l'air d'être des menaces où est-ce qu'il pourrait être criminellement responsable parce que là, la médication est supposée avoir fait. Bref, il reste qu'il y a une personnalité qui est comme difficile à gérer aussi à la base. J'ai contacté, puis j'ai été en contact continu avec comme plusieurs organismes. Donc, tu sais, moi, dès le début, j'étais en contact avec une association par rapport à la schizophrénie puis les troubles psychotiques pour comprendre. J'avais été aussi j'avais du soutien aussi directement de l'organisme qui s'appelle Arborescence aujourd'hui, mais qui vient vraiment en aide aux proches de personnes qui vivent des problèmes de santé mentale. Fait qu'il y avait eux, il y avait aussi l'organisme Oasis qui était plus dans la région puis qui faisait comme l'accompagnement à la cour pour des P38, là, où est-ce qu'il faut aller devant un juge. Puis même quand il était à l'hôpital psychiatrique, j'avais été en contact avec un organisme de défense des droits des personnes avec des troubles de santé mentale parce que moi, on voulait savoir, est-ce qu'il y a le droit à l'aide sociale? Donc ça, c'était comme un autre combat que j'essayais de régler. Il était éligible parce qu'il n'est pas détenu en prison, mais il est comme détenu à l'hôpital, donc là, il était éligible à avoir un montant. Mais tu sais, c'est toutes des affaires que quand tu appelles à l'aide sociale, ils savent pas, là. C'est tout le temps des petits détails on demande, puis là, je sais pas, on cherche, puis là, tu sais, c'est difficile d'avoir la bonne information. Mais puis... t'as été super investi. Ah non, mais c'était quasiment un job à temps plein, là. Puis là, en plus, c'était comme une instance de faillite, là. Je prenais la cause à cœur, parce que sinon, moi, j'avais peur qu'il se retrouve dans la rue. Parce qu'on savait pas, justement, ça allait être quoi la décision de la commission. Fait que la commission d'examen des troubles mentaux. Et puis on se préparait au pire, qui doivent rester à l'hôpital pour une période indéterminée. Donc là, pour la préparation pour l'audience, donc moi, j'ai décidé d'écrire une lettre. Puis je me suis assuré que les personnes qui avaient des interdits de contact prennent une décision sur est-ce qu'ils veulent ou non maintenir ça. Et puis, donc là, il vient le jour de l'audience. Là. On est en Teams. Et puis, les 3 juges administratifs qui sont en Teams, les membres de la famille qui sont en Teams aussi, puis mon cousin qui était à l'hôpital avec la psychiatre, une intervenante. Et puis bref, on commence ça, et puis les juges, ils ont comme un background de la CETM derrière, donc on sont assez facilement identifiables. Et puis on sait qu'en général, il y a comme un psychiatre, une avocate, puis une travailleuse sociale. C'est ça ce qui est intéressant avec la CETM, c'est les juges, ils ont vraiment un background autant du côté de la santé, autant du côté du droit. Donc ça, honnêtement, c'est quand même rassurant. Donc là, l'audience commence, et puis il y a un des juges qui est comme le juge
président là, qui est comme en charge de l'audience. Puis il nous demandait à tout le monde de s'identifier. On savait pas non plus, est-ce qu'on est comme, tu sais, on ferme nos caméras puis on écoute, ou, tu sais, parce qu'en cours criminel, c'est un petit peu ça, c'est tellement du volume. Sauf que là, c'était un cas, là. Il y a juste nous, là, finalement. Est-ce que vous vous expliquez pourquoi vous êtes là ou juste je m'appelle Philippe? On fait juste s'identifier. Et là, l'audience commence avec la psychiatre. La psychiatre qui a fait 2 rapports. Un au début du séjour, puis un à la fin du séjour. Donc, son premier rapport qu'elle lit, qui est un rapport accablant. Donc, c'est une personne extrêmement dangereuse, puis qu'il est encore en grande psychose, puis que c'est vraiment, là, il faut le garder. Et puis, le deuxième rapport, qui a un autre ton complètement, où est-ce que là, elle voit vraiment le progrès, puis qu'elle a vraiment des bons espoirs, puis qu'elle recommande sa libération. Oh wow. Ouais. Donc, sa libération, mais toujours avec des conditions. Bon, en tout cas, de mon côté, moi, ça allait vraiment avec ce que moi, j'avais observé dans les derniers jours. Parce que je suis d'accord, en fait, je suis quand même d'accord avec la lecture de la psychiatre, dans le sens que au début, effectivement, il était encore avec des symptômes importants là, de psychose. Puis, elle a été plutôt confrontée là, par les juges, surtout le juge qui est un psychiatre. Puis, je me rappelle certaines questions comme... parce que là, elle, dans son pronostic, là, elle disait que monsieur avait certains symptômes qu'il n'avait pas, donc elle excluait un diagnostic. Puis, elle avait demandé quelque chose comme « Mais comment vous pouvez savoir qu'il n'y a pas ces symptômes-là? C'est en fait, il les a plus à cause de la médication. Je pense que ça avait rapport avec le fait qu'il dormait longtemps ou pas, mais je connais pas vraiment ça. Mais je sentais quand même qu'il posait des bonnes questions sans la confronter, mais on sentait quand même que c'est ça, il prenait l'exercice au sérieux, puis qu'il y avait des bonnes questions qui étaient posées au psychiatre, parce qu'au final, ce qui se passe quand même, c'est que c'est la psychiatre qui a pas mal, pas le dernier mot, mais sinon elle a le premier mot, mais le premier mot dicte le reste souvent, tu sais. Donc quand cette partie-là de l'audience a terminé, ben, on m'a demandé, je m'attendais pas, mais on m'a demandé de lire ma lettre. Donc j'ai lu ma lettre qui, tu sais, grosso modo, je partageais un peu le rôle que j'avais eu dans les derniers mois, puis que j'avais vu l'évolution, et puis que j'étais confiant qu'il pouvait retourner en société, puis qu'il avait juste besoin de prendre sa médication, puis qu'il y avait un état comme assez stable. Est-ce que tu es le seul à avoir parlé pendant l'audience, le CTM, oui? Donc ouais, je suis le seul à avoir parlé plus longuement, mais ce qu'il faut comme comprendre, ou en tout cas ce que moi j'ai compris, c'est que le tribunal, ils vont vraiment s'en tenir aux déclarations qu'ils reçoivent. Donc si on veut dire quelque chose, il faut comme le dire d'avance. Donc rendu à l'audience, comment moi je le sens, c'est que les gens qui avaient communiqué des informations, ben on a validé ça. C'était surtout par rapport aux questions de l'interdit de contact. Donc, on a validé ça avec eux, mais dans mon souvenir, là, peut-être qu'ils ont demandé aux gens s'il y avait quelque chose à rajouter, tu sais, je me souviens pas vraiment. Mais c'est un contexte qui est stressant, puis c'est sûr que moi, si j'avais un conseil à donner, c'est que c'est vraiment mieux d'écrire ce qu'on veut communiquer, parce que, ben, on met sur papier, on l'écrit de la manière qu'on veut, on est préparé, on transmet ça. Mais ce qui est un petit peu dommage dans tout ce processus-là, c'est qu'il n'y a jamais eu une analyse du soutien puis des ressources que lui a. Dans le sens que la psychiatre ne nous a jamais contactés. On vous a jamais dit que vous pouviez communiquer avec l'équipe traitante. On vous a jamais invité à le faire. Vous n'avez pas l'impression que vous pouviez le faire non plus. Parce que même l'équipe traitante, effectivement, l'équipe traitante ne nous a jamais contactés. Ça, c'est clair et net. Mais on nous encourageait de laisser des messages vocaux ou d'essayer de... Mais il faut avoir le nom des psychiatres, il faut avoir le nom des travailleurs sociaux. Donc, on se développe des petits trucs, mais souvent, c'est que c'est plus facile de parler à quelqu'un quand on sait c'est qui. Ouais. Puis on sait qui existe. Mais personne nous informe sur le processus, comment ça marche, une aile psychiatrique, comment ça marche, l'équipe traitante, comment ça marche. Mais même quand le patient veut que sa famille soit impliquée, ben, on dirait qu'ils sont comme pas habitués. Déjà que tu débarques puis t'as l'impression de déranger un petit peu puis que t'es pas supposé être là ou c'est pas clair ou... Tu sais, j'ai croisé aucun autre proche ou quasi, là. Tu sais, t'es là puis... je parle dans l'aide psychiatrique, je veux dire, t'es pas... Ah ben oui, est-ce que t'aimerais ça t'impliquer? Ah oui, justement, la psychiatre, elle aimerait ça te parler. Est-ce que ça... Non, il n'y a jamais eu ça, là. Je doute pas une seconde de ce que Philippe m'a dit.
Je le crois quand il me dit que ça a été pratiquement impossible de parler à l'équipe traitante. Pourtant, en tant que proche, vous pouvez communiquer en tout temps avec l'équipe traitante. Vous pouvez téléphoner directement à l'hôpital ou à la clinique externe et demander à parler à l'infirmière ou au psychiatre qui s'occupe de votre proche. C'est important de le faire. Vous avez probablement des informations précieuses à communiquer avec l'équipe traitante. Est-ce que dans tout le processus, est-ce que finalement tu as senti que le cousin en a voulu à son frère d'avoir porté plainte à un moment ou à un autre? Ben, c'est vraiment une bonne question parce que c'était vraiment notre crainte principale. C'était vraiment le principal obstacle, c'est ça, c'est qu'on avait peur qu'il nous en veuille. Puis en fait, ce qui s'est passé dans son processus, je dirais, de guérison, que lui-même appelait comme ça, à l'hôpital, ben, ça a été vraiment un moment pour lui, puis il était vraiment reconnaissant. Je pense qu'aujourd'hui, je sais même pas à quel point il sait qui a appelé la police, qui a fait quoi, tu sais, donc. Puis dans le fond, lui, quand il a été libéré par l'hôpital, qui était comme la journée finalement après l'audience, ben la journée suivante, il signait son bail, puis il y avait un bail qui commençait la journée d'après, là. Donc là, toute la cause au tribunal administratif du logement sur son expulsion était réglée finalement, parce qu'il partait de plein gré, puis avec l'avocat, on avait réussi à trouver une entente. Tout ça s'est passé comme très rapidement, puis on a évité le pire. Dans les deux cas, autant qu'il soit resté à l'hôpital pendant des mois et des mois, que pour nous, c'était pas une bonne situation, ou qu'il soit dans la rue puis qu'il soit pas capable de s'en sortir. Fait que finalement, il a pris son logement et puis il a repassé devant la commission d'examen des troubles mentaux l'année suivante. Ça s'est bien passé aussi, je pense, puis ça a été renouvelé, mais effectivement, ça, c'est un risque avec la commission d'examen des troubles mentaux, c'est que le suivi peut durer pendant plusieurs années parce qu'il y a un suivi annuel. Finalement, pour la famille, c'est quelque chose qui finalement nous convenait, dans le sens que nous, depuis le début, c'était de dire on veut qu'il soit médicamenté parce qu'on savait qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Puis le fait d'avoir la médication par injection une fois par mois, par exemple, ben, ça permet un suivi qui est aussi beaucoup plus facile puis qui finissait par mieux le convenir aussi. Puis après ça, honnêtement, il y a une super belle prise en charge dans le sens que, bon, selon lui, un peu excessive, là, mais à toutes les semaines, il y avait quelqu'un qui allait le voir. À tous les mois, il me semble là, qu'on allait le voir pour l'injection une fois par mois. Mais quand même, on faisait ça. Puis dans les conditions, il y a quand même le fait d'ouvrir la porte, puis de communiquer, puis de suivre ça. Sinon, ben c'est un retour à l'hôpital. Donc, il y a toujours... Finalement, on finit par utiliser la loi puis le système pour lui dire ben, il faut que tu suives ce qu'on te demande, sinon la police vient te chercher. Ce qu'on ne pouvait pas vraiment lui dire avant. On ne pouvait pas lui dire prends tes médicaments, sinon la police vient te chercher. Parce que c'était pas vrai. Après tout ça, là, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'être embarqué là-dedans? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Ou toi, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui commence ce processus-là? Bien, je pense que c'est important de bien s'entourer. Puis, tu sais, moi, je suis le seul dans la famille qui s'entourait. Point. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que la manière que j'ai fonctionné, c'est de m'informer. Bon, peut-être c'était trop. Probablement que j'en ai trop fait. Puis souvent, ce qu'on nous dit pour avoir fait des suivis psychosociaux là, pour les proches des gens qui ont des problèmes de santé mentale, souvent ce qu'on nous dit, c'est de penser à nous, puis de prendre soin de nous, puis c'est vrai. C'est vrai, mais souvent, c'est pas ça qu'on veut entendre. On veut qu'on nous explique comment ça marche, ce système, puis comment on fait pour aider notre proche. Donc ça, je pense que c'est de trouver cet équilibre-là entre de comprendre qu'est-ce qui est possible, mais aussi de faire attention, puis de faire attention à soi-même, tu sais. Moi, j'ai participé à des groupes de soutien, donc l'organisme Arborescence offrait ça, des groupes de soutien pour les proches. Puis j'ai rencontré un monsieur à ce moment-là que lui avait aidé son conjoint, qui était devenu son ex-conjoint, mais qui avait été comme très présent. Fait que d'entendre ces histoires-là aussi, ça m'a aidé à comme rassurer que ben, c'est possible que ça aille mieux. Pour moi, c'était important que la famille comprenne pour qu'il y ait confiance. Puis souvent, le manque de confiance vient avec le fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe, puis on ne nous explique pas. Mais comment on fait pour nous expliquer si on ne pose pas de questions? Donc, c'est sûr que moi, j'encourage beaucoup à poser des questions, puis essayer de trouver qui peut répondre à ces questions-là, ce qui n'est pas toujours évident, mais il ne faut pas les garder pour nous, ces questions-là, parce qu'on fait juste, les ruminer, puis on fait juste être plus confus. C'est important quand même qu'on puisse
dire c'est quoi nos attentes, puis qu'on puisse essayer de voir est-ce que nos attentes sont réalistes ou pas. Puis je pense que c'est là aussi qu'on va pouvoir éviter d'être trop déçus. Eh bien, vraiment, merci beaucoup, beaucoup. C'était super pertinent. Je pense que ça va aider beaucoup de monde à comprendre comment ça se passe là, par le biais de votre histoire familiale. Si vous avez des questions en lien avec l'audience à la CETM, vous pouvez évidemment consulter le site web plaidoyervictime au pluriel, _cetm.ca. Vous pouvez également consulter la brochure préparée par Plaidoyer Victime qui est disponible sur leur site web.